Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons le concours commun du réseau Sciences Po, les 7 Sciences Po du réseau. Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain, Strasbourg et Toulouse. Pour nous en parler aujourd'hui, deux invités de marque. Le premier, Pierre Mathiot, président du concours commun 2022, directeur de Sciences Po Lille, professeur des universités en sciences politiques et en charge de la mise en place de la réforme du bac et des lycées. Bonjour Pierre, comment allez-vous ? Bonjour Guillaume, tout va bien pour moi, merci. Et nous accueillons également donc une des étudiantes du réseau Sciences Po, Célia Roig. Tu es étudiante en 4e année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Célia, comment tu vas? Bonjour Guillaume, ça va très bien, merci. Je suis étudiante à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et je suis originaire d'Alsace. Donc voilà, je suis en master spécialité métier de la culture. Et je suis Très très bien. contente d'être ici. Merci, on remarque donc cette mobilité. Tu es originaire d'Alsace et tu es en même temps Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes tous les deux là pour répondre à mes questions, mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, Pierre, ça va être 60 secondes pour lesquelles je vais vous demander de nous présenter le réseau Sciences Po. Est-ce que vous êtes prêt, Pierre? Oui, on y Alors, va. je vous écoute. Écoutez, voilà, donc c'est un réseau qui réunit 7 des 10 Sciences Po en France, auquel on accède par le concours commun dont on va parler sans doute un petit peu après. Et j'aurais tendance à dire que c'est très bien de passer ce concours pour essayer d'entrer dans l'un de nos 7 établissements. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un cursus qui est extrêmement intéressant, en 5 ans, pendant lequel on apprend plein de choses dans le domaine des sciences humaines et sociales, du droit. Tous les élèves partent un an à l'étranger, ils se spécialisent ensuite en cycle de master. Lorsqu'ils sont diplômés d'un de nos Sciences Po, évidemment, ils ont la chance d'avoir un diplôme avec une qualité de marque qui est reconnue et qui leur permet d'accéder au marché du travail dans de bonnes conditions. Les élèves bénéficient aussi de beaucoup de choses en termes de vie associative, de conférences diverses et variées, de compétitions entre Sciences Po dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, etc. etc. Donc vraiment, alors ce sont aussi des écoles publiques, donc quand on est boursier, on ne paye pas de droits d'inscription, ce qui est évidemment extrêmement important. La seule mauvaise nouvelle à tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent passer ce concours avec pas beaucoup de place à la fin. Très bien, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous êtes sur un timing parfait. Vous Un avez vu, timing Sciences Po. j'ai fait la minute pile, hein, ça c'est l'expérience, hein, voilà, absolument. Oui, j'ai vu ça, c'est l'expertise, l'expérience, à n'en point douter. Euh, Pourquoi peut-on dire cette année, Pierre, que finalement c'est un peu la première année, il y avait eu donc une espèce de grand remaniement du concours, pourquoi ce serait un peu la première année que ce concours prend vie? Parce qu'on avait donc réorganisé le concours pour se mettre en lien avec la réforme du baccalauréat. Donc on avait prévu qu'en 2021, comme ça allait être la première promo des nouveaux bacheliers, on allait à cette occasion-là organiser un nouveau concours, en quelque sorte, qui avait prévu de prendre des notes obtenues au lycée. Et puis boum, on a eu évidemment la Covid, comme tout le monde. On l'a eu en 2020 et on l'a eu en 2021. C'est-à-dire que depuis qu'on est rentré sur Parcoursup en 2020, on n'a pas pu organiser le concours tel qu'on l'avait prévu. Donc cette année, en 2022, bon, je touche du bois bien sûr, le concours va avoir lieu de la manière prévue, sauf quand même que le report des épreuves de spécialité de terminale du mois de mars au mois de mai va avoir pour conséquence que malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre en compte les notes obtenues dans ces épreuves de spécialité, qu'à la place, on prendra en compte le contrôle continu. Donc finalement, il faudra quand même attendre 2023 pour qu'on ait véritablement le concours qui correspond à ce qu'on rêve de faire depuis 2020. Voilà. Très bien, alors qui peut s'inscrire désormais à ce concours qui est quasiment là, 90%, on va dire ça comme ça? Qui peut s'inscrire au concours du réseau Sciences Po? Est-ce qu'il faut avoir un programme politique dans son projet de formation motivée pour avoir une chance de postuler? Non, parce qu'on y reviendra tout à l'heure avec Célia, c'est pas une école qui forme des futurs politiciens, donc on verra bien. Mais alors, ce qu'il faut faire, c'est il faut passer par Parcoursup. Dans Parcoursup, vous tapez réseau SCPO, vous allez trouver le concours commun. C'est un seul vœu pour 7 Sciences Po, donc c'est quand même super intéressant. Vous cochez un vœu et vous pouvez accéder à 7 écoles. C'est un concours qui a lieu le 23 avril, mais c'est un concours qui ouvre à 7 écoles. Donc en passant un seul concours, vous avez droit à 1150 places, alors que dans le passé, c'était un concours par Sciences Po, donc c'est quand même beaucoup plus accessible qu'avant. Et effectivement, il faut par contre réviser, parce que c'est un concours, je dirais un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec des épreuves écrites. Donc, passer le samedi 23 avril, 3 épreuves écrites sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure et auxquelles on ajoute des notes qu'on va prendre dans le bulletin scolaire des élèves au lycée. Donc, on ne regarde pas le CV des élèves, on ne regarde pas une lettre de motivation. C'est un concours qui reste un concours anonyme. Donc, on ne sait pas qui on corrige quand on corrige le concours.
Alors Célia, peut-être que tu peux nous parler un peu du type d'étudiant ou du type d'étudiante que tu étais. Tu étais plutôt au premier rang, à côté du radiateur, peu mieux faire, bavard de trop. Quel était ton profil et puis finalement quel est le profil des gens qui t'entourent? Est-ce que vous êtes tous des littéraires? Est-ce qu'il y a vraiment une multitude de profils et de diversité au sein de Sciences Po? Alors ce serait mentir de dire que j'étais au fond de la classe à côté du radiateur, mais je dirais que déjà à cette époque-là, j'étais un peu curieuse de tout. Donc de découvrir un petit peu les différentes matières. Donc moi, j'ai fait un bac économique et social. C'était enfin voilà, c'était l'époque des filières générales, hein, où il n'y avait pas encore ces questions de spécialité-là. Donc déjà, en guillemets, par mon choix de filière, j'étais voilà, un petit peu intéressée à la fois par l'économie, par l'histoire, par les matières littéraires, par beaucoup de choses. Donc voilà, le profil. Néanmoins, il n'y en a pas un unique, puisque au moment du concours et même quand on rentre à Sciences Po, on s'aperçoit qu'il y a des anciens lycéens qui viennent de filières scientifiques, de filières littéraires, aussi bien que de filières économiques et sociales. Donc, un profil type, il n'y en a pas forcément, justement, c'est ça qui fait aussi la diversité de Sciences Po. Mais je pense qu'il y a un marqueur quand même commun à tous les étudiants, c'est qu'il y a une curiosité, une envie d'être stimulé intellectuellement et d'apprendre plein de choses dans différents domaines. Et c'est ce que Sciences Po permet, entre guillemets, puisque à l'inverse je sais pas, par exemple, d'une licence d'histoire ou d'une licence d'économie qu'on pourrait choisir de faire après le bac, Sciences Po permet, entre guillemets, de faire plein de licences à la fois et de toucher un petit peu à tout ça. C'est vraiment, entre guillemets, ce qui en fait l'essence, un petit peu ce côté pluridisciplinaire. Pierre, vous êtes d'accord avec ce que dit Célia? Il n'y a pas besoin de choisir une spécialité en particulier? Ouais, non, très bien, Célia. Et elle a bien répondu, parce qu'en plus, elle, évidemment, vu qu'elle est en quatrième année, elle a eu le bac d'avant, avant que je n'intervienne pour le réformer. Donc, effectivement, nous, en gros, pour être parfaitement cash avec les gens qui nous écoutent, je dirais que c'est un concours qui est réussi par de très, très bons élèves du lycée. Il faut quand même le dire, hein, on est au-dessus de 90% de mention très bien, hein, donc par de très bons élèves du lycée, mais qui sont d'abord des élèves curieux avant d'être des élèves spécialistes de certaines disciplines. D'accord? Quand c'était encore le système des séries, on avait 30% de bac S, 15-16% de bac L et le reste des bacs ES. Donc, d'abord de très bons élèves, curieux des choses du monde, voilà, curieux de la manière dont le monde fonctionne ou ne fonctionne pas très bien d'ailleurs, et qui passent un concours et qui le réussissent. Puis ensuite, quand ils sont chez nous, on y reviendra peut-être tout à l'heure, bah, ils ont l'opportunité de développer leurs connaissances et leurs compétences dans ces disciplines qu'on va appeler les disciplines des sciences humaines et sociales. Quels sont les avantages pour un étudiant d'avoir un concours commun à cette école? Vous disiez que typiquement, il va y avoir 7 vœux en un finalement. Voilà, on fait un vœu, on a accès à cette école. Il y aurait quels autres avantages? Bah, celui-là n'est pas anodin, hein, parce qu'avant 2008, quand on a inventé ce concours commun, à l'époque, il y avait 9 Sciences Po parce que Saint-Germain-en-Laye n'avait pas encore été créé. Les élèves qui vraiment voulaient faire Sciences Po, ils devaient passer 9 concours quand même. Donc ça coûtait 9 fois des droits d'inscription, 9 fois le train, 9 fois, etc. Donc on l'a oublié parce que ça fait 14 ans que ça s'est passé, mais c'est un formidable outil démocratique que de proposer à un élève qui habite pas loin, bon, dans le cadre de Célia, à côté de Strasbourg, bah, d'aller le passer à Strasbourg pour finalement être à Saint-Germain-en-Laye, ou le passer à Lille pour finalement être à Lyon, ou le passer à Toulouse pour être à Lille. Donc c'est quand même super intéressant. Ça, c'est vraiment l'avantage. Après, je crois aussi que ça a renforcé le sentiment d'appartenance à un groupe à 7. C'est-à-dire que les élèves, en fait, ils visent les 7 parce qu'ils sont d'abord contents d'en réussir un, hein. Il y a quand même beaucoup de candidats par rapport au nombre de places. Donc, ils sont d'abord contents de réussir l'un des Sciences Po parce qu'en fait, on propose la même chose finalement. Et puis, il y a des phénomènes, disons, d'interaction entre les élèves qui sont renforcés par les événements communs qui sont organisés par les associations étudiantes. Donc, il y a un sentiment de communauté qui dépasse le fait qu'on est à Lille, à Saint-Germain, à Rennes, à Strasbourg. Ça, je pense que c'est plutôt sympa pour cette nouvelle génération des étudiantes et des étudiants qui sont arrivés depuis 2008. Célia, tu disais que c'était ouvert à tout le monde, Sciences Po, enfin ouvert à tout le monde. Au sein de ta classe, on retrouvait vraiment une grande diversité des profils. Il y a un peu un cliché, une rumeur sur Sciences Po qui est de dire que c'est réservé aux élites. Qu'est-ce que tu penses de cette rumeur ou est-ce que tu es d'accord avec ou en désaccord absolu? Je pense que tout dépend d'abord ce que l'on entend par élite. Si l'on entend uniquement, enfin, l'aspect que voilà, c'est réservé entre guillemets aux étudiants les plus brillants, je rejoins Pierre Mathieu sur le fait qu'effectivement, on retrouve quand même beaucoup d'élèves qui étaient très sérieux déjà au lycée, qui étaient soucieux d'avoir des bonnes notes, d'avoir voilà, une régularité dans leur travail. Si on entend élite dans le sens, voilà, leurs parents ont une certaine position sociale, etc., j'ai quand même tendance à, voilà, à vouloir casser ce cliché-là parce que y a quand même une grande partie d'élèves qui sont boursiers, qui n'ont pas forcément… Évidemment, il y en a voilà, des étudiants qui ont des origines sociales, leurs parents peut-être sont politiciens ou d'autres métiers d'un secteur plus ou moins valorisé socialement. Mais voilà, il y a pas, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ça et que même sans avoir des parents ou voilà, un entourage qui est sensible
à ces questions politiques, de sciences sociales, de choses comme ça, on peut y trouver sa place. Et je peux en guillemets donner mon propre exemple à moi en étant voilà, fille d'ouvriers et de professeurs des écoles. Mes parents n'ont pas un intérêt non plus particulier pour les sciences sociales, pour la politique, du moins n'ont pas du tout suivi une formation similaire à celle-ci. Et pourtant, voilà, de par la motivation, j'ai envie de dire, et la persévérance surtout, on peut trouver sa place sans appartenir nécessairement à une élite. Très bien. Il y en a comme partout, mais il n'y en a pas plus à Sciences Po qu'ailleurs. C'est ça que tu veux dire et qu'il y a la même. Peut-être, Pierre, vous souhaitez compléter avec le pourcentage de boursiers, notamment pour appuyer ce que Célia et renforcer ce que Célia dit? Oui, alors on va être parfaitement objectif. La première caractéristique de nos écoles, c'est que ce sont des écoles de filles. Et je fais ça, je dis ça un peu pour rigoler, parce qu'on parle beaucoup, vous savez, de quotas et de féminisation des, des métiers, des études. Ben nous, il y a à peu près 2 tiers de filles dans nos établissements, ce qui est super, hein, mais ça finit par interroger, parce que comme ce sont plutôt des concours réussis par les bons élèves, ça confirme au fond que d'abord, ce sont plutôt les filles qui travaillent bien au lycée. Et ce n'est pas qu'une blague ce que je raconte. Après, soyons parfaitement clairs, on a à peu près 30% de boursiers dans nos écoles. 30% sur les 5 années du cursus. Donc, ce n'est pas si anecdotique que ça. Et ça va effectivement dans le sens de ce qu'a dit Célia. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens de milieu modeste. Et on a un très gros programme de démocratisation qui s'appelle PEI, qui est géré par les 7 Sciences Po, qui est aujourd'hui le plus important programme de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur en France. Hein, vraiment. Donc, ça, on en est très, très fiers. Et puis, comment dire, on a quand même évidemment des élèves de milieu aisé, parce que ce sont des écoles qui, comme elles font un peu peur, comme pas mal d'élèves se disent, ces écoles, c'est très dur de les réussir, le concours est extrêmement sélectif. Il y a malheureusement beaucoup d'autocensure avant même de passer le concours. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, alors même qu'on a déjà beaucoup de candidats. L'année dernière, on a eu 13 800 candidats pour 1150 places. On se rend compte qu'on a encore trop peu de candidats qui sont des boursiers de l'enseignement scolaire, donc vraiment des gens des catégories populaires. Parce que je pense que quand on leur dit, venez chez nous, c'est génial. Mais il y a 1150 places pour 13 800 candidats. Donc nous, on se dit, c'est la preuve qu'on est des super écoles. Mais sauf qu'on fait peur aux gens, et en particulier, sans doute plus à des élèves qui sont assez éloignés des filières, disons, d'élite. Mais l'élitisme, moi-même, comme Célia, bon, je suis beaucoup plus vieux qu'elle, mais moi, mes parents n'avaient pas le bac, j'étais boursier de l'enseignement supérieur, moi, j'ai fait Sciences Po Paris. Comment dire, j'avais déjà ce sentiment d'être dans une école d'élite, mais élite au sens, disons pour moi, de très bons élèves du lycée. Donc, voilà, c'est ça. Alors évidemment, il faut qu'on soit encore meilleur dans l'hétérogénéisation de nos promos, c'est qu'il y ait encore plus d'élèves de milieux modestes, notamment de catégories populaires, ça c'est tout à fait évident. Mais on est beaucoup moins, entre guillemets, mauvais sur ce domaine-là qu'on pourrait parfois le penser, parce qu'on est des grandes écoles. Vous savez, en France, on dit grande école égale école de la bourgeoisie. C'est pas faux, mais c'est loin d'être vrai. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal d'élèves qui viennent de milieux modestes, voire très modestes. Merci Pierre et Célia d'avoir cassé ce premier cliché. Je vous propose qu'on en découvre d'autres grâce à la rubrique cliché. Une transition presque aussi douce que votre pitch en 60 secondes, mais un peu plus grossière, dont on voit un peu plus les ficelles. Célia, quel est le premier cliché, toi, qui te vient à l'esprit quand on évoque Sciences Po, le réseau Sciences Po Saint-Germain, les études post-bac? Voilà, quelle est la première idée préconçue, que ce soit une idée juste, hein, ça peut être un cliché à Sciences Po, on doit beaucoup travailler, effectivement, on doit beaucoup travailler, ou à l'inverse, que ce soit un cliché faux, hein, Sciences Po c'est réservé à une élite, la preuve que non. Bah, le premier cliché instantanément qui vient, moi je pense directement à ce qu'on me dit, à ce que j'ai entendu très souvent depuis que je suis rentrée dans l'école, c'est la future ministre, ou forcément tu vas faire de la politique, quoi. Il y a un peu cette idée, de par sans doute le nom de l'école et l'aspect, justement, le fait qu'on étudie des sciences politiques, des sciences sociales, il y a cette idée que nécessairement, si on fait une école, si on rejoint un des IEP, un Sciences Po, c'est nécessairement pour faire de la politique, et que, entre guillemets, ces établissements ne forment qu'à la politique, qu'au métier du politique. Donc voilà, il y a vraiment dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire, l'idée qu'on va forcément faire député, ministre, pourquoi pas président de la République, des choses comme ça. Il est vrai que, entre guillemets, la majorité des grands noms politiques qu'on connaît sont passés par un Sciences Po, très souvent, notamment les présidents, mais souvent les gens omettent ou tout simplement ne savent pas qu'il y a énormément d'autres filières professionnelles qui sont accessibles par la formation Sciences Po. Il y a quatre grands corps de métiers, et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Il y a toute la filière économie, marketing, finance. On peut travailler là-dedans en ayant un diplôme de Sciences Po. Il y a toute la filière culture, communication.
également dans le secteur culturel. Donc, il y a plein de métiers qu'on peut trouver en sortant d'une formation Sciences Po. Et enfin, donc, il y a cette dimension quand même droit, action publique, politique. Et enfin, relations internationales, européennes. Donc, voilà, il y a vraiment 4 grands domaines. Et souvent, on se restreint à un domaine. Donc, ça, c'est un cliché qui, pour les étudiants, en tout cas, doit être cassé, je pense. Pour les étudiants et pour les autres, je faisais partie de ces gens qui pensaient que c'était réservé aux hommes politiques. Pierre, quel est le cliché, vous, qui vous vient à l'esprit? Mais juste pour, si je me permets, pour rebondir, j'aurais tendance à dire, oui, nous sommes des écoles politiques, mais au sens littéral de ce mot d'origine grecque, c'est-à-dire on est des écoles qui accueillent des élèves qui sont intéressés par la police avec un S au bout, c'est-à-dire par les affaires de la cité. Voilà, dans les affaires de la cité, il y a évidemment le fait de faire de la politique, et ça n'est pas un gros mot ou un scandale que de faire de la politique. Moi, j'ai 2 anciens de mes étudiants qui sont aujourd'hui ministres, effectivement, et j'ai été moi-même étudiant avec l'actuel Premier ministre. Donc, c'est pas un scandale, mais on a des élèves qui s'intéressent, qui occupent ensuite des positions professionnelles dans des domaines qui sont des domaines de la vie de la cité, mais qui ne sont pas de la politique au sens de la politique dite politicienne, c'est-à-dire occuper des positions électorales, etc., etc. Un cliché, il y a un mot qu'on utilisait quand j'étais déjà étudiant à Sciences Po et qu'on utilise encore parfois, c'est Sciences Pipo. C'est-à-dire le fait de dire, c'est-à-dire au fond de dire, on fait un peu, à force de faire un peu de tout, on fait rien. Vous voyez, c'est-à-dire pourquoi? Parce que comme l'a un petit peu dit Célia juste avant, au fond, nos étudiants, en tout cas en premier cycle, ils font de l'histoire contemporaine, du droit, de l'économie, de la science politique, un peu de sociologie, un peu d'anthropologie, un peu d'études européennes, des langues étrangères. Donc vous voyez, ils font un peu de tout. Et donc, il y a pas mal de personnes qui sont déjà spécialisées en droit, en histoire, en économie, qui considèrent que comme on fait un peu de tout, on fait rien. Moi, je m'inscris en faux. Je pense que justement, en ayant une approche justement pluridisciplinaire des problématiques contemporaines, hein, la transition écologique, les problématiques de violence, etc., je pense qu'on est mieux armé à comprendre les problèmes qui se posent aujourd'hui, d'abord en les inscrivant dans la durée historique, en les regardant d'un point de vue économique, politique, sociologique, juridique. Et je pense que ça permet quand même d'être mieux armé pour comprendre le monde et ensuite aller occuper des positions professionnelles dans divers domaines. Il y avait cette phrase, hein, c'était qui trop embrasse, bien mal étreint. Ça ne s'applique pas à Sciences Po. Je voulais juste qu'on revienne avant d'avancer un peu plus sur les écrits, sur le dossier, juste pour être sûr, pour clarifier l'inscription. À part Parcoursup, que faut-il faire pour s'inscrire? Quelles sont les étapes que l'on va devoir passer? Il y avait le samedi 23 avril dont vous me parliez. Et alors, va y avoir est-ce que vous pourriez détailler un peu chacune des épreuves, Pierre, s'il vous plaît? Alors, il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que c'est un concours qui est ouvert au bac 0 et au bac plus 1. C'est qui est très important par rapport à d'autres concours de Sciences Po. Donc, on a le droit de le passer l'année, on doit le passer l'année de terminale si on est motivé, mais on peut tout à fait le rater, ce qui n'est pas un drame, et le repasser à bac plus 1. Ça, c'est extrêmement important. Tout passe par Parcoursup, n'est-ce pas? Donc en fait, vous inscrivez par Parcoursup et l'inscription au concours se fait par Parcoursup. Donc Parcoursup est l'espèce de véhicule qui permet de s'inscrire. Et à un moment donné, quand l'inscription est terminée, à ce moment-là, nous, les Sciences Po, on récupère en quelque sorte les dossiers des gens, on prend la main. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les candidates et les candidats sont contactés par nous et on leur dit, voilà, le concours, effectivement, c'est le 23 avril. Mais selon l'endroit où vous habitez, donc si vous habitez en Alsace, logiquement, vous allez le passer à Strasbourg. Si vous habitez à Amiens, vous allez le passer à Lille. Si vous habitez à Nantes, vous allez le passer à Rennes. Donc à ce moment-là, oui, à un moment donné, nous, on prend en quelque sorte le contrôle après Parcoursup, mais tout passe par Parcoursup. Il n'y a pas de problème, y compris effectivement le paiement. Donc il faut finaliser un dossier. Mais comme il n'y a pas de CV à mettre, comme il n'y a pas de lettre de motivation à mettre, etc., en fait, c'est beaucoup plus facile que d'autres types de candidatures sur Parcoursup. Et alors, on parlait justement donc de Parcoursup, de l'étude de dossier. Lors de l'étude de dossier, est-ce que vous prenez en compte le lycée d'origine, son classement, le rang dans la classe, ainsi que les commentaires, ou est-ce que seules les notes vont compter, les notes sèches comme ça? Alors, donc, il faut que j'explique comment ça se passe très concrètement, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, en fait, le 23 avril, il y a 3 épreuves. Donc, les élèves passent 3 épreuves ce jour-là, écrites, anonymes. Questions contemporaines le matin, 3 heures, coefficient 3, avec 2 thèmes de révision, parce que les révisions sont encadrées. Les thèmes sont cette année la peur et révolution. Donc, ils auront une disserte à faire là-dessus. Et l'après-midi, ils ont 2 épreuves. Histoire contemporaine, c'est en gros le programme de terminale d'histoire, du tronc commun d'histoire. Commentaire de documents. Et une épreuve de langue en 1 heure, un essai et un commentaire et une compréhension de texte en 1 heure. Voilà, donc l'histoire, c'est COEF 3, l'épreuve de langue, c'est COEF 1,5. OK? Et dans le dossier Parcoursup, qu'est-ce qu'on va chercher? On ne va pas chercher le lycée, on ne va pas chercher les avis des profs, etc., etc. On prend la note des 2 langues, LV1, LV2, on fait la moyenne de leur moyenne obtenue en terminale. Et ça, on met 0,5 coefficient.
et on va prendre, comme les épreuves de spécialité sont reportées, on va prendre la note de contrôle continu des 2 épreuves de spécialité. On va mettre coef 1. Donc au total, si je compte bien, Guillaume, vous me corrigez, ça fait 9 coefficients, n'est-ce pas? Et ensuite, les 7 directeurs et directrices vont se réunir le 17 mai de mémoire à Lille, et on va appuyer sur un bouton, et la moyenne, voilà, on va avoir un coefficient et on va avoir un classement du premier ou de la première jusqu'au dernier du concours. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et on ne sait pas, c'est la grande surprise, parce que pour tout vous dire, pour être parfaitement transparent avec les téléspectateurs, en fait, les candidats ont un numéro de candidat, donc il n'y a même pas leur nom qui s'affiche au début. En tout cas, c'est les numéros de candidats qui s'affichent, et on ne sait même pas de qui il s'agit. On voit juste si c'est un garçon ou une fille, ou si c'est bac 0 ou bac 1, et c'est la surprise la plus complète, et le classement se met en place comme ça. Voilà. Très bien, écoutez, alors je confirme, vous comptez parfaitement bien, Pierre. Merci de me permettre d'être le juge de votre décompte. Célia, est-ce qu'il y a un avant et un après Sciences Po? La question qui se cache derrière ça, c'est, voilà, tu es rentré il y a 4 ans, ça fait 4 ans que tu es à Sciences Po. Quels changements tu as pu constater et est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Déjà, l'avant, c'est le plus gros du travail quand même, j'ai envie de dire. L'étape la plus difficile, c'est de réussir à y rentrer, de réussir à préparer un concours, de l'obtenir, d'y rentrer. La première année n'est pas tout à fait la même que la seconde, que la troisième, que la quatrième. Donc, j'ai envie de dire que oui, tout au long du cursus, en fait, ça va être différent, ça va évoluer, notamment de par les expériences associatives ou de par les spécialisations qu'on va prendre. On aura sûrement l'occasion de revenir sur ces sujets-là, mais c'est vrai que du coup, l'avant Sciences Po, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, etc. Et le pendant, c'est voilà, vraiment découvrir tout ça, saisir différentes opportunités qu'on peut avoir et qui sont enrichissantes à tout point de vue, hein, aussi bien voilà, justement pour ce côté associatif que pour la vie professionnelle ensuite. Et voilà, il y a toute l'image qu'on s'en fait. Il y a certaines idées qui sont cassées, qui sont déconstruites, et il y en a d'autres qui sont renforcées. Donc voilà. En tout cas, ça reste une continuité, bien que chaque année soit différente. Ça reste voilà, un établissement, un réseau, et l'ambiance reste quand même relativement la même de la première à la 5e année et au travers, je dirais, des 7 établissements. Du moins du sentiment que j'en ai pour côtoyer des étudiants des différents IEP. Alors, c'était ma deuxième question, hein. Tu parlais justement de certains aspects qui ont été renforcés, d'autres qui ont été nuancés. Quelle différence il y a entre tes attentes et la réalité après ces 4 années? Moi, j'ignorais un petit peu ce côté Sciences Pipo dont parlait Pierre Mathieu tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu quelque chose un stéréotype et un petit peu une rumeur, j'ai envie de dire, qui se trame parfois dans les amphithéâtres, de se dire ça c'est du vent, ou ça on l'a déjà vu, ou des choses comme ça. Mais moi, dans un sens, je me plains pas du tout de la formation ou des connaissances qu'on a pu avoir, parce que moi, en fait, j'ai beaucoup d'amis aussi à l'extérieur de Sciences Po. Donc, j'ai un guillemets de quoi comparer sur les différentes formations. Et je sais que ma formation me satisfait, dans le sens où elle répond aux attentes que j'en avais au moment où je suis rentrée dedans. J'avais en tête voilà, de rentrer dans une école entre guillemets d'excellence, qui soit reconnue ensuite sur le marché du travail, mais qui permette surtout voilà, d'avoir accès à des connaissances de différents domaines, en fait, qui forment un socle de connaissances pluridisciplinaires, comme on l'a dit, et une culture générale quand même assez solide pour pouvoir travailler dans différents domaines professionnels vraiment intéressants. Donc, les attentes, sur certains domaines, j'ai envie de dire que il est parfois arrivé qu'on soit déçu, mais très souvent, ça a été au-delà de mes attentes, en tout cas, notamment au niveau des opportunités associatives auxquelles j'ai beaucoup pris part depuis que je suis rentrée à Sciences Po. Ça a été des expériences beaucoup plus valorisantes encore que ce que j'imaginais. Parce qu'au-delà de pouvoir participer à des événements ou à des choses qui sont proposées par les associations, on peut aussi s'y investir et donc être dans l'organisation et avoir plein d'expériences à ce niveau-là. Et en termes de rencontres, et aussi bien avec les étudiants, entre les Sciences Po, comme l'évoquait Pierre Mathieu, au moment voilà, de différents échanges culturels, sportifs, inter-IEP, ce qu'on appelle inter-IEP. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'attentes qui ont largement été... on y a largement répondu. Des attentes surpassées. Juste peut-être pour conclure, tu parlais d'un rôle associatif important. Tu as joué quel rôle dans quelle association? En fait, c'est ce que je disais, j'en ai eu entre guillemets plusieurs, mais déjà j'ai été représentante des étudiants au sein du conseil d'administration, donc ce qui
entre guillemets, consiste à représenter l'ensemble des étudiants de Sciences Po auprès de la direction, de l'équipe administrative et l'équipe de direction. Donc, pour faire, entre guillemets, se faire la porte-parole de tous les étudiants de l'établissement, ce qui est un rôle quand même assez important. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité en fait, de m'investir dans l'association d'éloquence de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye quand je suis arrivée. Et dès la deuxième année, en fait, j'ai occupé le poste ensuite de vice-présidente, donc qui consistait à former les gens à l'art oratoire, à les entraîner et à les amener avec moi tout au long du championnat de France d'art oratoire et d'éloquence, donc qui permet de rencontrer à nouveau plein d'écoles, de grandes écoles. J'ai également été sur le plan sportif, j'ai été capitaine donc, de l'équipe de foot de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et maintenant, actuellement, c'est un peu le plus grand rôle que j'ai eu jusqu'ici. Et ça prouve aussi dans un sens qu'on peut s'investir dans la vie associative du tout début jusqu'à vraiment la fin de sa scolarité. Actuellement, je suis coprésidente donc, de ce qu'on appelle la Fédération Artefact, qui est en fait la fédération qui organise justement l'événement, le plus gros événement inter-IEP, culturel et artistique. Donc, qui permet en fait d'envoyer une délégation d'environ 40 personnes de chaque Sciences Po pour se rencontrer sur des épreuves artistiques, culturelles, donc aussi bien l'éloquence que le théâtre, que la danse, que les arts plastiques, la photographie, le court-métrage. Et donc voilà, nous, on est vraiment dans l'équipe d'organisation donc, qui, entre guillemets, peaufine tout ça, c'est-à-dire héberger 400 personnes, loger 400 personnes, trouver des structures culturelles dans lesquelles ils vont pouvoir se produire sur scène, toute une organisation comme ça qui s'apparente presque à une expérience professionnelle parce que c'est quand même très prenant, c'est très loin d'être obligatoire, ça n'a rien à voir avec le cursus scolaire à proprement parler, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a entre guillemets des opportunités vraiment qui nous sont données. Donc si on a envie de s'y investir, moi c'est notamment parce que le secteur culturel m'attire particulièrement pour ma voie professionnelle ensuite, donc ça avait vraiment du sens pour moi d'être au cœur de cette organisation-là. Mais il y a la même chose par exemple donc pour l'événement inter-IEP du sport, pour ceux qui se dédient par exemple au management sportif, aux choses comme ça plus tard. Donc voilà, il y a vraiment des belles opportunités à prendre, à saisir, et il y en a pour tous les goûts, entre guillemets, puisque vraiment les associations, il y en a en général presque une trentaine par Sciences Po, aussi bien dédiées au sport qu'à l'art, qu'au journalisme, qu'à l'organisation de conférences, qu'à l'art culinaire, donc vraiment plein de choses. Et c'est vrai que ça, c'est une chance parce que c'est des associations vraiment étudiantes, donc qui sont accessibles à tous et qui est très enrichissante de fréquenter tout au long de sa scolarité, j'ai envie de dire. On entend bien dans ta réponse cet art oratoire avec autant de titres finalement que le président du concours 2022 avec toutes ces casquettes que tu as pu occuper, que tu occupes actuellement. Pierre, parmi vos valeurs figurent « Devenez les citoyens dont la société a besoin ». De quels citoyens la société a-t-elle besoin et comment apprenez-vous à vos étudiants à devenir les bons citoyens de demain? On essaye d'abord, hein. C'est pas évident, mais disons que je pense que j'ai dit tout à l'heure, on s'appelle Sciences Po, donc c'est le mot politique, mais au sens totalement noble du terme, c'est-à-dire qu'on essaye de donner à nos étudiantes et à nos étudiants des connaissances et des compétences pour leur permettre de comprendre d'une façon vraiment complète les problèmes qui se posent dans nos sociétés, pas simplement la société française étriquée, mais au niveau mondial, hein, les problématiques qui se posent, géopolitiques, humanitaires, environnementales, de relations hommes-femmes, etc. Voilà, on essaie de les doter d'outils d'analyse de cela. Et je pense qu'on est des écoles qui essayons aussi bien de former des citoyens, citoyennes que des professionnels pour la suite de leur vie. Voilà, je pense que les cours qu'on leur dispense, la culture générale qu'on leur apporte, les compétences écrites et orales qu'on essaye de leur apporter, je pense qu'elles vont leur servir. Elles doivent leur servir aussi bien comme citoyennes, citoyens engagés, électeurs, militants, etc., que comme professionnels, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, hein, l'idée, et aussi en considérant qu'on a plutôt affaire à des étudiantes et des étudiants qui probablement ont l'envie, la volonté, la motivation ou l'ambition hein, d'aller occuper des positions de responsabilité dans la société, mais pas nécessairement des positions pour écraser les autres, mais des positions pour se mettre au service de la communauté. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui est très partagé par les Sciences Po, c'est évident. Alors ça fait à peu près une demi-heure maintenant qu'on est ensemble à discuter. Vous me corrigerez si j'ai faux, mais a priori je crois que c'est Napoléon qui disait qu'un bon schéma ou un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Et c'est pour ça que nous, sur Campus Chanel, on a fait le Qui suis-je. J'ai toujours un peu la pression quand je suis face à
à des gens cultivés de citer comme ça des grands personnages. Si jamais je me suis trompé, je compte sur vous pour me le dire. Le qui suis-je, c'est 3 personnages que je vais vous présenter et vous allez me dire pourquoi l'un ou l'autre est plus représentatif du réseau Sciences Po. Alors a priori, vous les connaissez tous, hein. Je crois que Pierre, vous en avez cité un sans le citer, puisque vous me disiez que certains de vos anciens étudiants étaient, ou certains de vos anciens camarades de classe étaient ministres. Donc je vais commencer par Gérald Darmanin, qui a fait Sciences Po Lille, qui est actuellement ministre de l'Intérieur. La personne au centre, donc j'ai sélectionné parce que voilà, c'est un ancien élève de Sciences Po. La personne au centre, c'est Eric Adams, c'est le nouveau maire de New York, qui était, alors on peut dire qu'il a commencé peut-être par une carrière de voyou, il est ensuite devenu policier, maintenant il est maire de New York et je trouvais que ça représentait bien finalement cette égalité des chances que vous mettiez en avant, notamment à travers le programme boursier, à travers cette idée que Sciences Po n'était pas réservé simplement à une élite et ça aurait pu être un bon candidat finalement. Et puis la dernière, elle a aussi fait Sciences Po. Alors elle a fait Sciences Po Paris, elle s'appelle Léa Salamé, vous la connaissez bien, c'est une journaliste aussi pour dire voilà, on n'est pas obligé de faire de la politique, on peut devenir journaliste. Et puis on n'a pas besoin d'être un homme, on peut aussi être une femme. Et finalement, vous voyez, c'est le qui suis, je ne représente pas forcément, c'est 2 tiers, 1 tiers. Là c'est l'inverse, mais c'était aussi pour mettre une touche de féminité. Voilà la raison pour laquelle j'ai sélectionné ces 3 profils. Célia, lequel de ces profils te semble être le plus représentatif du réseau Sciences Po? Bah, naturellement, la question est assez difficile, hein, mais naturellement comme ça, moi je pencherais vers Léa Salamé, d'une part, pour ce que vous a dit Pierre Mott tout à l'heure, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de filles qui sont à l'intérieur des instituts d'études politiques, mais aussi, je dirais, par son parcours. Effectivement, elle n'est pas politicienne, elle est journaliste, comme vous l'avez dit, et donc ça prouve encore une fois qu'on peut faire d'autres choses, mais aussi, je dirais, par par son éloquence, la facilité évidemment, hein, de par son métier, mais avec laquelle elle s'exprime, et entre guillemets les différents sujets qu'elle peut être amenée à traiter, parce que notamment en tant que journaliste, elle va aussi bien parfois interroger et discuter de la cause féministe que de la cause environnementale, que plein d'autres choses. Et je trouve que ça illustre en tout cas un petit peu cette pluridisciplinarité qu'on nous apporte et qu'on garde, je pense, dans la suite au sein de notre parcours professionnel. Merci Célia. Pierre, alors vous pouvez reprendre Léa Salamé si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez, l'idée serait d'en prendre un autre. Oui, moi je vais prendre Eric Adams exprès pour vous embêter. Puisque évidemment, les 2 autres, ils ont fait Sciences Po. Donc je fais exprès. Pourquoi? Parce que Léa Salamé et Gérald Darmanin, pour moi, quelque part, ça s'annule un peu dans le sens où évidemment, Léa Salamé est une femme, donc évidemment, mais elle est une héritière, hein. J'ai eu son papa comme prof à Sciences Po Paris, donc elle-même a fait Sciences Po Paris après. Bon, alors que Gérald Darmanin vient, lui, d'un milieu extrêmement modeste. C'est un homme, mais il vient d'un milieu extrêmement modeste, provincial qui plus est. Voilà, donc quelque part, tous les 2 ont fait Sciences Po et je pense que l'un et l'autre, le fait d'avoir fait Sciences Po leur a permis d'arriver là où ils étaient. Mais bon, ça s'annule. Alors pourquoi Eric Adams? Parce que je pense que pour 2 raisons. Un, parce que c'est quelqu'un qui a changé radicalement de métier et je pense que dans nos diplômés, on a pas mal d'élèves qui changent radicalement de métier parce qu'il y a cette curiosité, cette adaptabilité du cursus qu'on leur apporte qui leur permet de changer. Je suis sûr que si vous invitez Célia dans 10 ou 15 ans, peut-être qu'elle aura commencé dans le monde de la culture qui est sa passion et puis elle aura fait autre chose. Elle sera peut-être maire de Mulhouse ou de Colmar dans sa région d'origine, je ne sais pas. Voilà, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui font leur diplôme dans une spécialisation et qui font autre chose. Puis, donc Eric Adams, il a changé. Il a été premier métier un peu instable et incertain, voyou, ensuite policier, puis maire. Et il a un peu le parcours inverse de certains hommes politiques français aujourd'hui qui finissent en prison. Mais surtout, je pense qu'on aurait gagné à l'avoir en formation continue. Vous voyez, parce qu'on n'en a pas parlé dans notre propos, c'est normal, hein, on fait beaucoup de choses, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais nos établissements font aussi de la formation continue. Je pense qu'Eric Adams, s'il était venu me trouver au moment où il ambitionnait de changer de métier, on lui aurait apporté une formation sur la chose politique, la chose publique, qui leur a peut-être permis d'accéder en totale connaissance de cause à son nouveau job de maire de New York. Très bien. Merci beaucoup Pierre. J'avais 2 très petites questions pour vous. Les écrits ont-ils lieu en présentiel? Faut-il choisir son centre d'examen en fonction de l'école que l'on souhaite intégrer? Non. Alors oui, les écrits ont lieu en présentiel, bien sûr. Enfin, oui, ils auront lieu en présentiel. On a suffisamment été frustrés de leur empêchement les 2 dernières années. Oui, en présentiel. Et non, vous allez recevoir une affectation pour passer le concours. Ce n'est pas vous qui choisissez. Mais ce que je peux dire là, c'est que plus tôt vous vous inscrivez définitivement au concours, c'est-à-dire en ayant acquitté les droits de concours, et plus vous avez de chances d'être affecté dans le Sciences Po le plus près de votre domicile. Voilà.
Très Pour le bien. passer, pour le passer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Célia a dû passer le concours à Strasbourg, sans doute. Mais Célia, elle a pas eu, enfin, elle est à Saint-Germain-en-Laye, elle n'est pas à Sciences Po Strasbourg. Donc ça n'est pas, si vous réussissez le concours, vous n'êtes pas affecté là où vous l'avez passé. Vous êtes affecté en fonction de vos vœux personnels et aussi de votre rang de classement, pour être précis. Célia, tu parlais de réussir le concours, que ça avait été d'abord la plus grosse épreuve. Combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour préparer les écrits dont parlait Pierre? Commencer dès la première à étaler leurs révisions et d'autres vont vous dire qu'ils s'y sont pris 2 mois à l'avance, ce qui en théorie il ne faut pas faire, mais tout dépend j'ai envie de dire, de l'organisation des révisions et des habitudes de chacun. C'est un travail colossal en fait, surtout quand on le passe à bac+0. C'est surtout ça qu'il faut retenir parce que c'est entre guillemets une double mission tout simplement parce qu'on a le bac à passer qu'il faut, je dirais, moi personnellement d'expérience, qu'il ne faut pas négliger parce que lui aussi peut être une chance d'être sauvé miraculeusement pour intégrer un Sciences Po lorsqu'on est admis sur titre. Donc il y a à la fois le bac à préparer et le concours, mais que ce soit à bac+0 ou bac+1, puisque souvent les étudiants qui le passent à bac+1 sont aussi investis dans une autre licence ou dans une autre prépa ou autre chose. Je dirais que dans l'idéal, au moins, c'est de commencer en septembre avant, voilà, si le concours est en avril, c'est de commencer en septembre qui précède. Alors évidemment, ça va s'étaler dans le temps et ça va s'intensifier, j'ai envie de dire, les derniers mois, ça, de manière certaine. Mais je pense que, notamment tout ce qui est, si vous avez l'habitude de faire des fiches pour réviser, autant commencer à les ficher tout de suite, un petit peu durant vos week-ends que vous avez de libre en septembre, octobre, novembre, pour pouvoir, entre guillemets, les reprendre tout de suite bien faites en janvier, février, mars, et savoir de quoi ça parle déjà au moment où vous vous replongez pour apprendre. Moi, j'ai envie de dire ça, mais ça dépend parce que certains ont une mémoire auditive, d'autres ont une mémoire visuelle. Donc voilà, moi je sais que certains apprennent par cœur, d'autres retiennent des connaissances et parviennent à les retranscrire ensuite au moment de l'épreuve. Moi je sais que de par un petit peu l'aspect scolaire du lycée, j'avais beaucoup à cœur, souvent d'apprendre par cœur certaines choses. Et donc du coup parfois, voilà, je me faisais des fiches sur certains thèmes. Par exemple, je sais pas, voilà, la Seconde Guerre mondiale, donc j'allais faire 10 fiches là-dessus. Et puis après, je me mettais devant une feuille blanche et je me disais, OK, tout ce que tu sais sur ça, tout ce que tu as retenu, tu l'écris pour voir, pour te situer à peu près sur ce chapitre de révision. Et ensuite, on passe au suivant, quoi. C'est un peu ça l'idée. Après, évidemment, il y a toujours il y a de très bons bouquins aussi aujourd'hui qui existent pour préparer Sciences Po, qu'on trouve dans les librairies ou dans les FNAC, dans les choses comme ça, qui sont, voilà, guillemets, des kits pour réussir le concours, qui sont des fiches toutes faites. Si vous n'avez pas le temps, si vous y prenez en janvier, février, que vous n'avez pas le temps de faire toutes vos fiches à vous, il y a des fiches toutes faites qui existent et qui vous aideront vraiment aussi voilà, à réviser directement comme ça. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que j'ai appliqué pour moi. Mais voilà, je ne sais pas si c'est le moment pour le dire, mais moi je suis un petit peu une exception là-dessus quand même, puisque j'ai passé mon concours à bac+0, donc en même temps que mon bac. Mais effectivement, je l'ai passé à Strasbourg, en mettant Strasbourg comme premier vœu, mais donc j'ai finalement été affectée à Saint-Germain-en-Laye, mais je n'ai pas eu le concours en fait. En tout cas, je l'ai passé à bac+0, je n'ai pas eu le concours. Donc je me suis inscrite dans une prépa en ayant en tête de le repasser l'année suivante, puisque c'était vraiment voilà, ce que je voulais, intégrer un IEP. Et en fait, j'ai pas eu besoin de le faire entre guillemets puisque j'ai été, ce que je vous disais, sauvée un peu miraculeusement par ce qu'on appelle l'admission sur titre. Donc Pierre Mathieu confirmera si ça existe encore ou non, mais en tout cas, ça consiste à, si vous voulez, ce qu'on appelle l'admission sur titre ou l'admission au mérite consiste pour les étudiants qui ont passé le concours commun, qui l'ont raté et qui ont obtenu leur bac avec mention très bien ou avec plus que 17 de moyenne au bac selon les IEP, il y a une possibilité en fait de candidater donc à cette solution B et donc d'être admissible sur titre. Mais là, à nouveau, c'est aussi très sélectif. C'est sans doute le même taux de réussite qu'au concours, entre guillemets, autour des 10%, parce qu'il me semble, de mémoire, notamment pour Saint-Germain-en-Laye, qu'il y avait environ donc, 650 étudiants qui avaient passé ce concours, qui l'avaient raté et qui avaient eu plus que 17 de moyenne au bac et qui avaient donc pu candidater. Et ils en prenaient 15. Donc, ça relève vraiment du miracle. J'ai tenté, en fait, à partir du moment où j'ai su que j'avais la moyenne exigée pour candidater à ces procédures-là d'admission sur titre, j'ai tenté partout où c'était possible. Et en fait, j'ai eu entre guillemets, la bonne surprise d'apprendre par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye que je faisais partie des 15 sélectionnés. Voilà. D'accord, donc on peut avoir 17 de moyenne à son bac et ne pas être admis, c'est dire que le niveau de sélection est quand même élevé. Et puis on devine aussi à la façon dont ta bibliothèque est rangée derrière toi que tu devais être une élève avec des fiches très assidues. Pierre, peut-être alors compléter un peu les propos de Célia et puis aussi nous dire par quels moyens est-ce qu'on peut se préparer? Est-ce qu'il faut passer par une prépa absolument pour pouvoir réussir le concours du réseau Sciences Po?
Moi, j'ai plus de bibliothèque, c'est plus la peine. Comme j'ai eu le concours depuis longtemps, j'ai vendu mes livres. Mais alors, comment dire? Moi, je pense qu'il faut se préparer. Célie, elle a dit, il y a pratiquement 14 000 candidats, 1150 places. Je pense qu'il faut se préparer. Puis en plus, en question contemporaine, on donne 2 thèmes de révision, donc la peur et révolution, qui font que si on n'a rien préparé, on est quand même un petit peu sec, hein. Donc, c'est pas évident. Moi, je pense que se préparer en terminale, comme l'a dit Célia, c'est une très bonne idée parce qu'en plus, ça vous cadre le travail du lycée. Et moi, je fais l'hypothèse que quand on se prépare sérieusement pendant l'année de terminale à ce concours, en fait, on réussit également le bac dans de meilleures conditions, y compris d'ailleurs quand on n'a pas des spécialités, disons, de sciences humaines et sociales. Vraiment, donc, il ne faut pas prendre l'année de terminale en se disant, bah, je me prépare tellement au concours que je vais rater mon bac. Les deux sont très, très liés. Après, donc nous, hein, ce n'est pas un secret, les Sciences Po, on a labellisé une prépa qui s'appelle Tremplin, qui d'ailleurs commence soit dès la première, comme l'a dit Célia, pour des élèves très motivés ou très stressés d'ailleurs, ou leurs parents d'ailleurs, mais on le prépare aussi à partir effectivement du mois de juillet, de la fin de la première. Et pendant pratiquement 9 mois, les élèves ont des travaux à rendre, des révisions à réaliser en ligne. Et il y a un tarif boursier, un tarif non boursier, donc c'est plutôt bien conçu. Et puis, on utilise l'argent qu'on gagne par là, on l'affecte à notre programme de démocratisation. Donc, c'est très économie sociale et solidaire, très RSE, comme on dirait, comme dispositif. Voilà, mais je pense qu'il faut se préparer. Moi, la fiction de l'élève qui nous dit, moi, je suis rentré absolument pas en me préparant pas, les doigts dans le nez, j'y crois de moins en moins. La contrepartie négative de la super préparation, c'est que beaucoup d'élèves produisent un peu les mêmes copies. Parce qu'ils se sont préparés de la même manière, donc ils ont un petit peu les mêmes références, et ça peut finir par un peu agacer les correcteurs qui peuvent être amenés à mettre des notes un peu moyennes, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ce n'est pas le bac, c'est un concours, ce n'est pas un examen. Il ne faut pas avoir 10 pour être pris, il faut être dans les 1150 premiers. D'accord? Donc, ce qui fait qu'en général, ça se joue plutôt à 12,5 de moyenne, 13 qu'à 10, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir 10. Il faut se distinguer des autres. Et les prépas, parfois, ont juste ce petit handicap de préparer un petit peu des gens qui vont sortir un peu les mêmes références, les mêmes auteurs, les mêmes concepts, etc., etc. Donc, il y a aussi une prime à des formes d'originalité lorsqu'on passe le concours. Voilà. Célia en parlait, hein, chaque année est différente, chaque année vous fait évoluer. Pierre, peut-être que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont se découpent les années au sein des 7 Sciences Po du réseau. Alors, en gros, on a commencé à le dire vite fait, mais ce qui est très, je pense, le plus intéressant et qui est de nature à séduire, je pense, les étudiants. Alors, évidemment, hors temps de Covid, parce que je pense que Célia, malheureusement, comme pas mal, elle a eu une 3e année un peu tronquée pour ça. Mais disons, les 2 premières années sont vraiment deux années. Alors, moi, j'appelle ça des années pendant lesquelles les élèves traînent intelligemment leur hésitation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des années pendant lesquelles on va faire de l'histoire contemporaine, de l'économie, du droit, de la science politique, des langues, voilà, à peu près 24 heures par semaine, ce qui est, avec le travail personnel, déjà pas mal de boulot, mais aussi avec du temps laissé de côté pour l'engagement associatif, faire du sport, faire de la culture, aller au cinéma, aller au théâtre, c'est hyper important. Voilà, donc c'est un bon compromis, me semble-t-il, entre beaucoup de contraintes et un peu de liberté, quoi, pour le dire vite. La 3e année, elle est à l'étranger pour tous les étudiantes et les étudiants, mais bien sûr organisé par les Sciences Po, hein. On ne dit pas aux élèves, vous démerdez, vous partez un an à l'étranger, c'est organisé. Et puis c'est à l'issue de l'année à l'étranger que les élèves se spécialisent pour les 2 années qu'il leur reste, donc les années de master. Donc en l'espèce, si on entendait Célia tout à l'heure sur les métiers de la culture, mais effectivement avec un champ de spécialisation énorme. Énorme, c'est-à-dire que c'est vraiment énormément de domaines. Je pense qu'en dehors d'être un professionnel de la santé ou un ingénieur, nous sommes des écoles qui préparons à des métiers, à des spécialisations extrêmement diverses. Donc ça dure 2 ans et ça se termine par un stage en dernière année de 6 mois et dans de plus en plus de Sciences Po par de l'apprentissage. Donc la 5e année, de plus en plus souvent, est en apprentissage, ce qui est quand même vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça permet aux élèves de ne pas avoir de droit d'inscription à payer. Ils sont rémunérés pendant cette année-là et souvent, c'est une espèce de pré-recrutement pour une première embauche. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir détaillé ces années. Célia, avant qu'on passe au temps additionnel, est-ce que tu peux me donner ton expérience au sein de Sciences Po en 3 mots? En 3 mots? Absolument. Je dirais associatif, pluridisciplinarité et international. Alors, associatif, international et pluridisciplinarité. On passe tout de suite au temps additionnel. Pluridisciplinarité, c'est pas facile à dire. Je suis ravi que tu aies sélectionné ce mot. Il nous reste 2 minutes pour conclure peut-être un sujet qui n'a pas encore été abordé. Tu parles de l'international, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément encore beaucoup parlé. Ou alors à l'inverse, c'est un sujet dont on a déjà parlé, qui est très important de souligner.
voilà, Sciences Pipo, ou de dire ce n'est pas réservé à une élite, ou encore il y a de la diversité, on ne fait pas forcément que des hommes politiques à Sciences Po. À vous de voir. Célia, je te laisse commencer. Quelle est la dernière finalement pensée que tu souhaites partager avec nous sur cet entretien? Ben, effectivement, peut-être le côté international associatif, j'en ai beaucoup parlé parce que ça me concerne, mais l'international et l'aspect professionnel fut tout aussi important pour moi au cours de mes 4 dernières années. Et il y a l'opportunité de le faire. Voilà, si on souhaite avoir des expériences professionnelles, on peut notamment utiliser nos vacances scolaires, en tout cas l'été, pour être conventionné, faire des stages, mais aussi au sein du cursus. Alors à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, c'est en 4e année et en 5e année. On peut aussi le faire en 3e année. Donc moi, à la fin de mon cursus, j'aurai déjà 3 stages longs dans des structures, dans des entreprises. Donc, c'est vraiment très formateur. Pour les autres Sciences Po, en général, c'est en 5e année, avec la possibilité aussi de le faire en 3e année. Dans tous les cas, si on veut avoir des expériences, c'est possible. Et c'est surtout possible de les faire à l'international, en plus de cette 3e année dont on vous parlait. Donc, voilà, il y a en plus énormément de partenariats dans quasiment tous les IEP. Donc voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas trop débattu, mais qui est très intéressant et qui est très important surtout, et qui souvent motive, je pense, en tout cas ça a été mon cas, qui est une motivation supplémentaire pour les étudiants à choisir Sciences Po plutôt qu'une autre université ou qu'autre chose, parce que voilà, il y a vraiment c'est prévu dans le cursus en fait. Très souvent, les étudiants sont obligés d'arrêter leurs études pour prendre entre guillemets une année de césure et pouvoir se permettre des expériences à l'international, alors que là, aussi bien des expériences professionnelles au travers d'un stage que des expériences universitaires en allant dans une université partenaire, c'est possible de le faire à l'international. Et donc évidemment, aussi bien sur le plan linguistique que professionnel, c'est vraiment enrichissant, en tout cas pour tous les étudiants. Donc voilà, c'est peut-être ça le sujet qui me tenait à cœur, qu'on n'avait pas abordé. Donc je conclue là-dessus. Ce serait peut-être le dernier cliché, hein. Sciences Po, c'est pas franco-français, c'est aussi international. Pierre, voilà, vos dernières pensées, le dernier message que vous souhaitez faire passer. Mes dernières pensées, j'espère que j'ai encore quelques années de vie quand même, Guillaume. Mais d'abord, oui, ça vient d'être dit. Je pense qu'on est évidemment internationaux. Hein. Tous nos élèves font au moins 1 an à l'étranger et en moyenne au moins 1 an de stage sur les 5 ans du cursus. Donc c'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, je ne parle pas de l'insertion professionnelle qui est extrêmement intéressante. Non, je vais dire un truc qu'on n'a pas dit, c'est la taille. C'est la taille. C'est-à-dire qu'en fait, les 7 écoles dont on est en train de parler, au total, elles ont entre 800 et 1800 élèves. Saint-Germain étant le plus petit, c'est le plus récent, c'est normal. 800, 1800, c'est nous, Lille, le plus important. Donc ça veut dire que les promos comptent entre 120, 130 et 300 élèves. Donc c'est à taille humaine. Ça veut dire quoi à taille humaine? Ça veut dire que les élèves, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes dans nos établissements. Les classes, ce qu'on appelle les conférences de méthode dans notre jargon, les TD à la fac, c'est 20 élèves chez nous à peu près par classe. Donc il y a vraiment un suivi individuel des élèves. J'allais dire un suivi à la fois académique sur leur cursus, puis aussi un suivi quand ils ont des petites difficultés. Donc il y a toute cette dimension qu'on n'avait pas évoquée. Et la dernière chose que je voudrais dire, vraiment le mot de la fin, c'est que je crois, moi, j'ai tendance à dire dans tous les salons que je peux faire, etc., qu'au fond, c'est une école qu'il faut faire, pas parce qu'on a envie d'aller occuper le pouvoir après ou de gagner plein de fric. Il faut d'abord vouloir faire cette école parce qu'en fait, les 5 ans sont super intéressants. C'est voilà, faut pas, à la limite, faut pas être utilitariste. Je crois qu'il faut faire Sciences Po, c'est être vraiment transformé entre le début et la fin. Et c'est vraiment une école dans laquelle on apprend énormément de choses. Alors évidemment sur le plan académique, bien sûr, mais sur le plan des relations humaines, sur le plan de l'exercice de responsabilité, notamment associative. On part 1 an à l'étranger et franchement, ça vous change quand vous passez 1 an à l'étranger. Vous avez des expériences en stage. Il y a plein de conférences dans nos écoles. Donc vous avez la chance de pouvoir rencontrer en conférence un ancien président de la République, un grand universitaire, un cuisinier, nous Thierry Marx, qui vient bientôt à Sciences Po. Oui, donc c'est une espèce d'expérience totale, vous voyez ce que je veux dire, où on fait plein de choses et dont on sort, je crois, armé, à la fois pour devenir un citoyen, je pense, de bonne qualité, et en même temps pour devenir un professionnel qui va trouver du boulot et puis qui va avoir une vie professionnelle, je pense, épanouie. Voilà. C'était le mot de la fin et pas votre dernier mot. Vous avez raison de le préciser. Merci Pierre d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci également Célia. Merci à tous les deux. Alors, je retiendrai les 3 mots, j'en ajouterai un 4e. Hein, donc c'est associatif, international, pluridisciplinarité. Je savais que je buggerais dessus. Et puis, eh bien, une expérience totale pour reprendre les mots de Pierre. Si ça vous intéresse, si cela vous intéresse, passez le concours commun du réseau Sciences Po. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à tous à très bientôt.